de français. Mais qui c'est qui était en train de me parler là? Pinuccia. Pinuccia, vabbè, facciamo Pinuccia. Alors, je disais qu'il m'avait soumis une question. Comment on fait pour donner les adresses mail en français? Alors, ceux que vous appelez chiocciola, nous, évidemment, on ne l'appelle pas chiocciola, on ne l'appelle pas escargot non plus. Non, non, non. On l'appelle arrobase. Alors, il y a deux possibilités en réalité. Très souvent, on dit arrobase. Mais quelquefois, on dit et. Et. Alors, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ou c'est et, ou c'est arrobase. Il faut le savoir, ce sont deux expressions que l'on utilise. Disons que arrobase est vraiment française. Et, c'est anglais en réalité. Oui, c'est la traduction des... Oui. Arrobase, c'est une base. L'ingénieur peut nous aider peut-être. Oui. Non, j'espérais. Bon, alors, je ne sais pas exactement. Mais si ça vous intéresse, je peux me rechercher l'origine de arrobase. Oui, je suis intéressé parce que vous avez mis au jour pour moi des autres mots qui n'avaient pas 20 ans, oui. Vous avez bien dit, oui, la brique des jus de fruits, oui, ça c'est le deuxième. En plus, il y a quelques autres termes, oui. Mais comment ça s'écrit ça, Muriel? Excuse-moi. Pardon, comment ça s'écrit? Arrobase? Oui. Comme ça se prononce. Je sais que quand on dit en français comme ça se prononce, ça semble ridicule. Il n'y a rien qui s'écrit comme on le prononce. Mais c'est A-R-O-B-A-S-E. Arrobase. Merci. Simplement. D'accord? Très bien. Mais passons à notre leçon. Vous avez vu que je vous ai envoyé tout un dossier sur le passé composé avec un bon fichier d'exercice. Oui. Et puis, à côté, je vous ai envoyé pour moi, une des plus belles poésies de Éluard. Oui. Qui s'appelle Liberté. Cette poésie, Éluard l'a écrite durant la deuxième. Alors, je vous donne cette introduction. Cette poésie, Éluard l'a écrite durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire quand les bombes commençaient à tomber un petit peu partout, vraiment. Et qu'il y avait, que sont rentrés en jeu aussi les États-Unis, et que l'Allemagne, à ce point, s'est vraiment déchaînée. Il y a eu tous les massacres, il y a eu des villages entiers détruits, etc., etc. Donc, il écrivait cette poésie. En réalité, quand il a commencé à l'écrire, il pensait à sa femme, à la compagne de l'époque avec lequel il était. Ça a été d'ailleurs la compagne avec laquelle il a été le plus longtemps. Puis elle est morte de maladie pas longtemps après la guerre. Et disons que ça a été sa grande niche, ça a été un de ses grands amours. Et puis, il a déclaré lui-même après que au fur et à mesure qu'il écrivait ce poème, il se rendait compte qu'en réalité, sa compagne, et ça c'est une chose qui est très commune à tous les surréalistes, que sa compagne représentait quelque chose de bien plus grand qu'elle. C'était ce que l'on pouvait appeler dans le monde classique la muse, d'accord ? Mais qu'elle représentait quelque chose de bien plus grand, de bien plus géant, de bien plus important, qui allait au-delà. Et alors, il a cherché et il a trouvé. Parce qu'il a trouvé que la chose la plus grande qu'un homme peut avoir,
qu'un homme peut posséder, c'est la liberté. Et quand on vit en temps de guerre, hein, où beaucoup de choses sont détruites, et surtout les repères, tout est détruit, c'est-à-dire les maisons, les choses auxquelles on est attaché, on perd beaucoup de choses, on perd des êtres chers, c'est vrai, et on perd aussi des lieux chers, des endroits chers, des objets chers aussi. Des fois, on a des objets qui sont chers, pas par eux-mêmes, mais parce qu'ils ont représenté de notre vécu, parce que ce sont des traces de notre histoire, d'accord, et que sans eux, on perd un morceau de nous-mêmes. Et donc, il a écrit cette poésie. Cette poésie, vous l'avez lue, j'espère. Oui. Et cette poésie est un peu particulière parce que vous aurez remarqué qu'en réalité, cette poésie part de l'enfance jusqu'à l'homme. C'est-à-dire, elle retrace la vie d'un homme et sa vie partout où il passe, où il va. L'homme cherche la liberté, et ce, à partir du moment où il est capable de commencer à penser, à réfléchir, à désirer, à vouloir, à choisir. L'homme choisit la liberté, appelle la liberté. C'est probablement le plus grand amour de sa vie. Et cette poésie a été lancée par les avions de l'US Air Force durant la guerre sur Paris. Ils ont lancé à milliers, disons, ce poème imprimé en 1943 pour redonner courage aux résistants, à tous ceux qui essayaient, puisque Paris était occupé par les Allemands, pour redonner courage à tous, pour leur dire, n'oubliez pas, croyez-y, vous croyez succomber, vous croyez céder sous le poids de la violence qu'il y a autour de vous, mais vous avez en vous la force de réagir. Il suffit toujours de croire en la liberté. Et c'est un poème très très fort. Et c'est aussi le poème qu'a utilisé la résistance française pour annoncer le débarquement en Normandie. Ils ont lu sur les ondes de toutes les radios sur lesquelles ils pouvaient transmettre, ils ont lu les premiers vers de liberté. Sur mon cahier d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Et ça a été les premiers mots et c'était le signal. C'était le signal, la liberté arrive. Elle est encore enfant, mais elle va arriver. Et ça a été, disons, pour Éluard, je crois que ça a été le plus bel hommage qu'un poète pouvait recevoir. C'est-à-dire que son poème a vraiment incarné la muse de chacun de nous. Ils ont vraiment incarné l'objectif de chacun de nous et chacun de nous, enfin, disons ceux qui vivaient à cette époque. Mais je dois dire que moi, je le lis toujours avec beaucoup d'émotion. Je le trouve très fort, très vrai. Et chacun de nous peut se reconnaître dans ce poème. Du cancre qui dit non, qui dit oui avec la tête, dit non avec le cœur, et qui en réalité défend sa propre liberté. D'accord? Alors, comment nous organisons-nous? Est-ce que nous voulons lire d'abord, nous commencer par le poème? Non, on va commencer par le passé composé. Oh. Non. Si, parce que sinon, après le passé composé, vous ne voudrez plus le faire. Alors, Ok, dommage. on va commencer par le passé composé. Donc, moi, je me suis préparé mes petites choses.
On va commencer par le passé composé, disons les règles. Les règles que je vous ai données. Et puis les exercices, on ne va pas tous les faire, hein, parce que sinon on passe un temps fou. OK? Alors, le passé composé, vous le savez, on utilise l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Passé composé, ça veut dire le premier temps passé le plus utilisé en réalité, qui est formé du participe passé du verbe et l'auxiliaire avoir ou être au présent. Alors, le problème qu'il faut se poser d'abord, première question à se poser, mais je dois utiliser être ou avoir. C'est très simple. Avec les verbes de changement d'état, comme partir, comme monter, comme grandir, comme mourir, d'accord? On utilise être. Avec les verbes pronominaux, c'est-à-dire ceux qui ont le pronom double, comme se lever, se peigner, se laver, se distraire, on utilise être aussi. Généralement, avec les autres, on utilise avoir. Ce qui veut dire que dans la majeure partie des cas, on utilise avoir. Deuxième question à se poser, l'accord. Parce que c'est différent. Si j'utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accordera exactement comme un adjectif, disons, il va s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. C'est-à-dire, moi, je suis une femme, je dis je suis partie, partie, participe passé, c'est P-A-R-T-I, j'ajouterai le E du féminin. D'accord? D'accord. OK. Et là, donc, pas de problème. Avec avoir commencent les problèmes. Avec avoir, en général, dans la majeure partie des cas, disons, l'auxiliaire ne s'accordera pas. D'ailleurs, aux enfants, on enseigne à l'école quand ils sont petits, on n'accorde pas le participe passé quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est seulement que vrai en partie. Parce qu'il y a l'exception. Sinon, quel charme aurait le français sans exception? Hein? Quand le complément d'objet direct auquel se rapporte le verbe conjugué se trouve devant le verbe, alors j'accorde le participe passé, mais pas avec le sujet, avec le complément d'objet direct. Exemple, la pomme que tu as mangée. La pomme que tu as mangée. J'ai mangé quoi? La pomme. Complément d'objet direct, la pomme. La pomme se trouve devant le verbe. Donc, manger va s'accorder avec pomme. Et il va prendre un E pour le féminin. C'est clair? Alors, donc, je lis la feuille que je vous ai envoyée. Les participes passés ne s'accordent pas avec l'auxiliaire avoir, sauf si celui-ci est précédé d'un pronom complément direct. Lucie a mis une jupe bleue. A mis quoi? Une jupe bleue. Complément d'objet direct. Disons que je veux utiliser le pronom complément pour remplacer la jupe bleue. J'utilise le pronom complément la. Lucie l'a mise, l'apostrophe, pronom complément à la place de jupe bleue, il se trouve devant. Dans ce cas-là, mi prend le E du féminin de jupe, de la jupe. Non pas de Lucie, hein. Il s'accorde avec le complément d'objet direct. Puis vous avez l'autre cas, la jupe bleue que Lucie a mise aussi.
Alors, le participe composé s'emploie pour raconter des événements passés, pour indiquer des actions terminées qui n'ont plus rien à voir avec le présent, c'est-à-dire des actions qui sont réellement finies. Il s'emploie pour parler d'événements qui se succèdent. Les verbes pronominaux ont le participe passé qui s'accorde. Pourquoi? Parce que on utilise, avec les verbes pronominaux, on utilise l'auxiliaire être, tout simplement. D'accord? Et puis c'est tout ce que je vous avais donné, non? Oui. Ok. Alors, ça, je le range. Les exercices, on fait 2-3 exercices. Les exercices. Oui. Voilà. Le passé composé. Donc, exercice numéro 1. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors, rapidement, on va faire déjà ce premier exercice. Ah, OK? d'accord. Il n'y a pas les solutions. Non. Non. Oh, alors il va falloir les faire tous. Alors, la maison que nous... Ah, si, que nous avons acheté. Nous Alors, avons acheté. je commence en ordre. Fiorella, Oui, tu l'as l'exercice? oui, je l'ai. Alors, vas-y, la première phrase. Elle s'est réveillée très tôt ce matin pour aller au travail. Très bien. Alors, c'est, comment tu l'écris? S apostrophe E. Oui. Eh. Sei un po' pigra, Fiorella. E-S-T. Ah, pardon, E-S-T. OK. Et réveiller. Est-ce que tu vas accorder réveiller? Réveiller, c'est avec deux E et l'accent sur la première. Voilà, l'accent aigu sur le premier et pardon, et un E final pour le féminin. Très bien. Je passe a Colombo Pezzoni. E Oui, io leggo i nomi che vedo. oui, mais je n'ai pas l'exercice, donc Ma comment non? Je l'ai envoyé. non, j'ai regardé maintenant, mais je vois rien. Je ne sais pas pour quelle raison. Rien est arrivé jusqu'à maintenant, oui. À Non, moi. c'est pas possible. Je l'ai envoyé dimanche. Oh là là, mais j'ai Oh là là, contrôlé. Eh mais moi, j'envoie Mais avant. mon intention, Vous oui, parce laissez que le temps d'étudier. nous sommes deux, oui, qui se sont, oui, qui doit être présent. Colombo et Pessoni. Donc, Colombo, c'est moi. Oui. Oui, j'ai mon adresse, oui, des courriers. Oui. Ma femme, j'ai regardé sur tous les deux, mais je ne vois rien. Non, dimanche. C'est dimanche hein, que je vous l'ai envoyé, exact? Oui. Oui. Pas arrivé à moi, oui. Je contrôle, hein, je suis allé les voir Ah ben. pas reçu. Oui. C'est bizarre. Donc, C'est étrange. Mais tu me rappelles l'adresse F Colombo. c'est que la dernière F fois, Colombo. Mais oui, non, bon, tu c'est l'as moi, je reçu suis parce Florent, que donc, vous l'avez reçu parce que je t'ai écrit, j'ai écrit pour arrobase oui, et j'ai envoyé. oui, pour un Robin, oui, Oui, ça, et c'est vrai, j'ai oui. envoyé parce que je vous ai inclus dans le groupe. Vous êtes dans le groupe, donc c'est sûr que vous l'avez reçu. Ah, je vais regarder, hein, petit Oui. instant. Pendant ce temps-là, je continue. Oui, Alors, Enrico, Oui, oui. alors la phrase numéro 2. Leur projet est entraîné des dépenses considérables. A, A entraîné des dépenses considérables. exact. A entraîné des dépenses considérables. Entraîner, comment tu l'écris?
Et entraîner, et E-N-T-A. C'est plus là. Le chat. J'ai été faire rentrer mon chat. E-N-T-R-A-I-N-E avec un E. Accent aigu, oui. Et c'est tout, parce qu'il ne s'accorde pas. Hein? Oui, il ne s'accorde pas. Alors, Alberto. Lors de la réunion, nous aurons approuvé vos idées. Nous avons approuvé vos idées. Approuvé avec E, accent aigu. Et stop, exact. Continue, Laurie. Quand Marguerite a vu ses chaussures en vitrine, elle est rentrée tout de suite dans le magasin. Elle les a essayées et les a achetées. Lungo questo. Alors, quand Marguerite a vu. A vu, c'est normal. C'est normal, oui. Ça n'accorde pas. Ses chaussures en vitrine, elle est rentrée, tu m'as dit. Oui, deux E. Rentrée avec deux E et un accent aigu. Oui. OK, parce qu'on l'accorde, parce que rentrer, c'est un verbe de mouvement. Donc, OK, tout de suite dans le magasin, elle les a essayées. E, accent aigu. Hein? Et accent aigu seulement. Non. Non. Avec la S. Oui. Et pourquoi? Ça nous a essayé. Et pourquoi? Parce qu'il y a les compléments d'objet en avant. Parce qu'il y a le complément d'objet direct avant les qui est le complément. Et puis, elle les a achetés. J'écoute. Et puis, elle les a achetés. Et achetés? Deux et une S. Et un S. Et E accent aigu. E pour le féminin, S pour le masculin. Pour le pluriel, pardon. Oh là. Oui. Elena, la 5. Je veux déranger un petit peu. Je vais regarder donc ce que vous avez envoyé. C'est bien arrivé l'histoire des poèmes. Oui, le commentaire à mes fautes que j'ai dit à escargot, et vous avez corrigé un arrobase et qui. Donc, mais il n'y a rien d'autre. Oui. J'ai déchargé les voyages des poèmes, mais. Je le renvoie. Je le renvoie. Merci. Ok, Elena, vas-y. Oui, c'est intéressant, oui. Les coups qu'il a reçus à la tête sont C'est très dangereux. pour moi, oui. Les médecins vont le garder en observation pendant quelques jours. Oui. Il a reçu concordé avec S parce que le complément est avant. Avant le verbe. Exact, brava. Exactement. Adèle. Ah, je ne vois. Adèle. Adèle. Aïe, aïe, aïe. Non vede. Oh là là. Je t'ai expliqué comment faire. Comme... Je dois aller au même étage. Adèle, Alberto arrive. Arrive. Non, mais non, maintenant ça va. Ça va. Non, ne se va pas. Si, j'entends quelque chose. Ah bon. Tu entends. Tu Je- peux nous faire la phrase numéro 6? De quel exercice? Le premier. Le premier. Alors, je vais. Oui. Ça ne va pas. 6. 6. Perdu. Adèle, Je tu faire ça? chercher avec la corde, c'est juste.
No, Adele, Partout. fermati. Je Qui c'è un n'ai problema. trouvé. Non ti sento a tratti, non capisco quello che dici. C'è un problema di trasmissione. Alors, Infatti, vai si, e je ne sais pas cosa non ce va. que je dois faire. Ah, je ne sais pas moi non plus. Alors, Je crois qu'Alberto est en j'entends train d'arriver. et je ne parle pas. Alors, en attendant que Alberto te donne un petit coup de main, je passe à Mima. La semaine dernière, j'ai perdu ma carte d'identité. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas retrouvée. Alors, perdu, pas accordé. Brava, Je l'ai cherchée accordée au féminin singulier. brava. Et je ne l'ai pas retrouvée, même chose, féminin singulier. Parfait. Sei speedy proprio. Bravissima. Je continue avec Adriano. Ah, sì, Sonia e Bruno avons promené, no? Come? Non. No. Se sono C'est se promener. Se sont promenés. Bravo. Se Oui. sont promenés. Allora, se sont promenés sur la plage. Est-il ce soir? se sono Oui. Non si vede. Ce sont sont sur la sable pour regarder les couchers du soleil. se sono mi tassati. sembri un adolescente. E poi mi hai saltato il participio passato, come se non fosse niente. Ce sont Alors, le participe passé de asseoir, c'est quoi? ce soir. Ce sont, non so, ce soir, ce soir, no, ce soir. Assis. 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 C'est assis le participe passé. Alors, je te répète la phrase. Sonia et Bruno se sont promenés sur la plage et ils se sont assis, qui s'écrit A, 2 S, I, S. D'accord? Sur le sable pour regarder le coucher du soleil. Promener, tu l'as accordé? Si, promener, se sont promenés. Oui. Tu accordes promener, tu le mets au pluriel? Et anche chercher. Facciamo bim bum bam? Promener vuol dire camminare, no? Promener. Si. Mais promener, tu l'as accordé avec le sujet? Oui. C'è qualcuno che ti suggerisce? Je me suis promené, no? Oui. Et tu l'accordes ou tu ne l'accordes pas? Essere o non essere? Alors, tu l'accordes parce que c'est l'auxiliaire être. Donc, se sont promenés, ça s'écrira E, accent aigu, S. Et se sont assis. Assis, en réalité, ne change pas parce que assis s'écrit toujours IS final, même son participe passé au singulier. Hein. C'est comme pris, d'accord? Adèle, bienvenue, bienvenue. Alors, la 8. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu es trompé. Tu as trompé. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Alors, tu n'as pas tenu un participe passé singulier. Oui, parce que... Et aussi, tu
m'a trompé, aussi trompé. Non. Ah non, non, no. Trompé, singulier, féminin. Féminin, exact. Tu m'as trompé féminin parce que me, ça reste c'est un complément d'objet avant le verbe. Allora ci vuole un'altra vabbè. Trompé. Mhm. Ah, je La suis... numéro 9, je la demande à Fabrizio e Pinuccia. Ecco, Fabrizio. Fabrizio, Pinuccia. No, Pinuccia, solo Pinuccia. Seulement Pinuccia, ok. Vai. Numéro 9, les mariés se sont frayés en chemin entre l'invité. Oui. Frayé. S final parce qu'il y a le sujet pluriel. Oui. Double O. Me. No. Che cosa mi stai dicendo? Que je l'écris avec double Oh. si, No. et S final. Alors, écoute-moi bien. Les mariés, c'est en réalité un couple et c'est le masculin qui l'emporte. Donc, c'est pluriel. Ce n'est pas féminin. Ah, seulement pluriel, alors... oui, c'est pas les mariés avec... Si ça avait été les mariés tout au féminin, pour dire tutte le spose, sarebbe stato scritto E-E. Ah, ok. Invece sono gli sposi, quelli sposati. Esatto. Ah, ok. Allora... Et tu l'accordes, pourquoi tu l'as accordé avec le sujet? Parce que tu as utilisé l'auxiliaire. Le être, l'auxiliaire être. Exact. Sont frayés. La numéro 10 et dernière, je la fais alla famille Colombo e Pezzoni che dovremmo chiarire questa cosa dei fogli. Oui. La leggo. Alors, il faut conjuguer se déguiser au passé composé. La phrase est « Les enfants se déguisaient et se maquillaient le visage pour le spectacle de fin d'année. » Alors, les enfants... Ce sont... Oui. Déguisés. Oui, non, mais ce n'est pas Adèle que je demande. C'est la famille Colombo Pezzoni. Ah, excuse-moi. Ah oui, c'est que j'ai adressé à moi. Alors, vous avez parlé que les enfants se sont déguisés. Oui, oui, et j'accorde déguisé. Oui, pour les fêtes. Ou non, pas pour les fêtes. On se déguise pour n'importe quand, pour n'importe comment. Mais je l'accorde, le participe passé. Oui. Je mets déguisé au pluriel ou pas? Oui. En pluriel, oui. Oui. Et se maquiller. Les enfants... Et se maquiller, pour faire quoi? Je ne sais pas. Se sont maquillés. Je ne demande pas pourquoi. Je demande si je dois accorder le participe passé. Se sont maquillés. Oui. Oui, oui, je l'accorde. Oui. Tout le monde dit oui. Bon, à l'unanimité, on accorde le participe passé maquillé. Ok. Ok. Donc, on va passer à la poésie. Sinon, on n'a pas le temps de la voir, la poésie. Et je pensais que je vais vous la mettre sur l'écran parce que si quelqu'un ne l'a pas, au moins, comme ça, elle se voit. Ma la devo ritrovare però. Ah, eccola. Allora, io ve la metto sullo schermo. Devo riuscire a rientrare sullo schermo. Penso che adesso la vedrete. Muriel, pardon. Je dois aller à le docteur. Je dois vous laisser. Oui, ben, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Hein. T'inquiète pas. J'espère que c'est pas grave. Non, j'espère que toi, tu vas bien surtout.
s'il y a des devoirs à faire, tu peux me l'écrire sur la mail. Comme toujours. Oh, merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Tout à l'heure. Alors, voilà notre... Vous l'avez, vous le voyez? Oui, je l'ai. Oui. Oui, c'est... Alors, en réalité, cette poésie a été illustrée par Fernand Léger. Fernand Léger, ce peintre de l'époque cubiste à Paris, disons toute cette époque particulière, l'époque de la guerre, etc., qui a illustré la poésie de Paul Éluard, Liberté. Et il a repris le refrain « J'écris ton nom ». Allora, adesso devo alzarmi perché mi sta volando tutto, la finestra si è aperta. Ah oui. Si vous voulez, Parli en italien, en français. C'è un vento terribile. Ah, Ah, Moi aussi, Alors. j'ai dû fermer les fenêtres. comment? Moi aussi, j'ai dû fermer les fenêtres. Eh si, si, il y a le vent qui est en train de se lever, des nuages noirs dans le ciel, beau. Allora, cosa faccio? Volete che ve la leggo una volta? Oui. O la Oui, leggete merci. voi? Oui, Non. merci. Si, Si, quoi? Oui, tu peux lire. Ah, je la lis. Alors, comme ça, vous en profitez pour noter bien comme il faut la phonétique. D'accord? ah, Alors, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, dur miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Alors, liberté, c'est vraiment une très jolie poésie. Et comme vous avez vu,
Sì, è vero che voi state vedendo, perciò se io lo metto piccolo non mi serve a niente. On va voir ensemble cette progression qu'il a choisie. Déjà, vous remarquez qu'il a choisi une non-ponctuation. Oui. À cette époque-là, c'était tout à fait la mode d'enlever la ponctuation, de retirer toute barrière au lecteur, toute imposition. Le lecteur doit lire comme il sent, au rythme qu'il sent. Il est libre, le lecteur. D'accord? Comme forme, c'est une forme qui rappelle la forme des odes. Les odes que l'on utilisait au Moyen-Âge pour raconter des histoires, des événements. Des odes qui en réalité étaient surtout mémorisées par voie orale. C'était un petit peu, on racontait et ça restait. Donc c'est un peu comme une chanson. Il y a un rythme qui facilite la mémorisation. Et ce rythme, il est rendu par des vers très courts, des vers pour presque tous sans verbe, ce sont des vers nominaux, et puis des répétitions. Ben, la répétition de sur, sur, sur. Sur est une répétition importante parce que en réalité, ça nous donne le sens du concret, de quelque chose qui est là, qui est sûr, donc il est à la vue de tout. Quand une feuille est sur la table, je la vois. Si une feuille est dans le tiroir, je ne la vois pas. Et sur, il y a contact, il y a concrétisation, il y a contact, il y a visibilité. OK? Donc, cette préposition, en plus de ça, elle est très incisive. Elle est très incisive par sa monosyllabe. Sur. C'est net. C'est quelque chose qui rythme parfaitement la poésie. Et puis, la répétition on pourrait dire le refrain. J'écris ton nom. C'est très simple. J'écris ton nom. C'est... Effectivement, on voit, ça ressemble un petit peu comme quand les amoureux écrivent le nom. On a souvent, quand on était amoureux, quand on était adolescent, besoin d'écrire le nom de la personne que l'on aimait à ce moment-là. J'écris ton nom, c'est une façon de te faire connaître, mais c'est une façon aussi de me rappeler de toi, c'est une façon de te sentir plus proche de moi. D'accord? Alors, au début, sur mes cahiers d'écolier, sur le pupitre et les arbres, il y a des figures assez intéressantes. Dans le sens qu'on commence à partir des cahiers d'écolier. Donc, on part de l'enfant qui commence à aller à l'école, celui qui commencera vraiment à penser, à choisir, à exprimer ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, etc. Sur mes cahiers d'écolier. Sur mon pupitre et les arbres. Le pupitre, c'est les tables des écoliers. Moi, quand j'étais petite, j'avais des pupitres. Maintenant, ils n'ont plus de pupitre. Le pupitre, c'était cette table que l'on avait un peu inclinée, que l'on soulevait le couvercle et on avait les cahiers dans la table. Le pupitre. Et puis, il y avait aussi les encriers. Parce que moi, à mon école primaire, j'ai appris à écrire avec le porte-plume. Avec le stylo. Quand qu'on m'a dit que je pouvais écrire avec un stylo, ça me semblait quelque chose d'extraordinaire. Le monde moderne m'avait semblé plus agréable. Parce que ces maudits plumes du porte-plume qui des fois faisaient des taches terribles, c'était Oui. Sur mon pupitre et les arbres. Les arbres, c'est la matière première du pupitre. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une transposition dans l'histoire. D'abord le pupitre, puis après les arbres.
Ça devrait être l'inverse. Mais en réalité, c'est comme pour dire que l'histoire tourne, que le pupitre et les arbres sont devenus pupitres, et puis d'autres arbres arriveront. Ça continue. Le monde continue. L'histoire est un cercle qui continue. D'accord? Pardon Muriel, pupitre, j'avais trouvé scrivania. Oui. Sì, ma questa è, è una traduzione molto raffinata. Come le chiamavate voi questi tavoli? Banco. Banchi. Banco. Banco. Banco di scuola. Li chiamavate banco? Sì. Banco con la B, banco. Sì, sì, banco. No, noi chiamavamo proprio pupitre, e aveva questo nome particolare, ma adesso non le troviamo più. Sì, No. ogni tanto da un rigatiere, on retrouve des pupitres. Aujourd'hui, ils n'existent plus, sinon que chez les rigatieri, appunto. Mais sinon, c'est vrai qu'ils n'existent plus. Ce sont même pas des scrivanies, ce sont des bureaux finalement, ce sont des tables, non? À l'école, maintenant, ils ont des tables. No, banco. Ils ont des tables. Ils n'ont plus ni de tiroir, ni rien du tout. Hein. Sur le sable, sur la neige. Alors là aussi, nous avons un voyage. Vous savez que les surréalistes, et Éluard était un surréaliste, les surréalistes sont des spécialistes du voyage de l'esprit. C'est eux qui analysaient le rêve, c'est eux qui faisaient la semi-hypnose et l'hypnose aussi. Donc, le sable et sur la neige, c'est un voyage par l'esprit du chaud et du froid. Le sable qui nous ferait penser à la chaleur, aux plages, etc. Et la neige qui nous fera penser à la montagne. C'est-à-dire des espaces contraires, mais qui se rencontrent et qui sont toujours associés. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Là encore, vous voyez page lue, page blanche. Effectivement, les pages blanches étaient d'abord blanches, après elles ont été écrites et après elles ont été lues. Mais en réalité, le monde continue. Pierre, sang, papier ou cendre, c'est-à-dire avec n'importe quoi, j'écris ton nom. Sur les images dorées, là, c'est une invocation au pouvoir. Il y a une attaque au pouvoir. Les images dorées, c'est le pouvoir de l'Église. Les armes des guerriers, c'est le pouvoir de l'armée. Et la couronne des rois, c'est le pouvoir politique. D'accord? J'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, deux espaces opposés, le nid et les genêts. Les genêts, c'est ces branches que les oiseaux utilisent pour fabriquer les nids. Parce que le genet est flexible. Sur l'écho de mon enfance. Voilà. L'écho de mon enfance, c'est donc ici, avec ce vers, on abandonne l'enfance. On va rentrer dans l'adolescence. On est sur l'écho de mon enfance, c'est-à-dire ce que mon enfance m'apportera. Mais on rentre dans l'adolescence. Et l'adolescent, la première chose qui l'émerveille, la première chose que l'adolescent aime, c'est la nuit. Faire tard, dormir tard, rester des nuits éveillées. C'est quelque chose qui fascine toujours l'adolescent. C'est une conquête de liberté, c'est une conquête d'espace. Donc, sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, c'est-à-dire l'association des temps, parce qu'en réalité, les saisons ne sont pas l'une contre l'autre, ne sont pas l'une après l'autre, mais elles sont l'une avec l'autre. C'est vrai, et c'est vrai. J'écris ton nom. Parce que si j'avais pas d'hiver, je n'aurais pas de printemps. Si j'avais pas de printemps, je n'aurais pas un été qui serait beau. Je n'aurais pas un automne ensuite, et ainsi de suite. Sur tous mes chiffons d'azur. Et ça pourrait faire penser au ciel. Sur les temps, lo stagno, soleil moisi. C'est-à-dire le reflet du soleil sur les temps est comme c'est forcé à Muffito. Sur le lac,
lune vivante, la lune qui se reflète dans le lac et qui bouge légèrement avec le léger mouvement du lac. J'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, quoi de plus qui peut invoquer la liberté, et sur le moulin des ombres. Et là, les ombres, c'est les souvenirs, c'est les morts, c'est tout ce qu'il y a d'enseveli. J'écris ton nom, c'est-à-dire sur tous les temps, sur le passé, sur le présent et sur le futur. Sur chaque bouffée d'aurore, c'est-à-dire la naissance du jour, sur la mer, sur les bateaux, ça me fait penser à Rimbaud. Sur la montagne démente, cette montagne qui devient folle des fois avec ses avalanches, etc. J'écris. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. La pluie épaisse et fade, moi je vois énormément de Baudelaire. Baudelaire, quand il parle de la pluie, il parle toujours de pluie, des barreaux de la pluie, c'est-à-dire comme si la pluie dessinait des barreaux qui privent de liberté. Et sur la pluie épaisse et fade, c'est-à-dire là, on se rend compte qu'il y a des choses lourdes, découvertes, et les formes qui scintillent, et les cloches des couleurs. En réalité, c'est l'inverse, ça devrait être les cloches qui scintillent et les formes qui ont des couleurs. Mais tout se croise, tout se rencontre, tout se marie. Et la vérité physique, j'écris ton nom. Et là, c'est un petit peu un résumé de cette poésie. Sur les sentiers éveillés, c'est-à-dire l'enfant, le petit, il s'éveille. L'enfant s'éveille à la vie, découvre la vie. Les routes déployées, c'est-à-dire ça c'est l'adolescent, qu'il voit que les routes sont énormes et il y a beaucoup de choses à voir, à choisir. Et les places qui débordent, c'est l'adulte. Tout le monde se retrouve sur la place et les places débordent. Nous sommes tous là, ensemble, nous sommes nombreux, très nombreux. J'écris ton nom. Et puis, sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, les jours qui passent, sur le fruit coupé en deux, sur le fruit coupé en deux. Ça fait penser un peu à la pomme que quand on la coupe en deux, en réalité, on a deux moitiés presque identiques. Effectivement, dur miroir et de ma chambre. C'est-à-dire le miroir qui est comme les deux morceaux de la pomme, c'est moi et moi dans le miroir. Dur parce que je ne sais pas si j'aime ce que je vois dans le miroir. Et de ma chambre, et sur mon lit, coquille vide, c'est-à-dire mon lit, il n'y a personne dans mon lit, je n'y suis pas. J'écris ton nom, sur mon chien, gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite. Le chien invoque cette fidélité, cette tendresse, cette présence toujours là. Et sur le tremplin de ma porte, comme si de ma porte, quand je sors, quand je rentre, c'est comme si je sautais, je faisais un saut, ou vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Dans ce cas-là, c'est le tremplin, oui. Est-ce que c'est le tremplin de ma porte? Le tremplin, trampolino. Ah oui. Sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom, c'est-à-dire ce qui est mon intimité. Le feu de l'âtre, de la cheminée, les objets qui sont l'histoire, dont je parlais tout à l'heure. Sur toute chair accordée, c'est-à-dire sur les amours, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, c'est-à-dire que la surprise est telle
que des fois l'homme, maintenant nous sommes à l'homme, et l'homme, des fois, a des surprises telles que les lèvres ne prononcent plus une parole. Elles restent ouvertes et elles regardent ce qu'elles voient, et bien au-dessus du silence. Bien au-dessus du silence parce que ça va au-dessus du silence. Ça va dans un autre monde. Ça va dans les pensées les plus intimes, dans les peurs, dans les choses que l'on ne dit pas, que l'on ne dit jamais. J'écris ton nom. Et là, c'est la guerre, sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, c'est-à-dire ce qui m'indiquait la route, sur les murs de mon ennui. Ça, c'est vraiment Baudelaire. Baudelaire, son spleen, les murs de mon ennui, c'est-à-dire le risque que l'homme court avec l'ennui de mourir. J'écris ton nom. Sur l'absence. Muriel, scusami se ti interrompo, vi devo salutare. Ok, Oh, d'accord. arrivederci, Evelina. Grazie. Ciao. Sur l'absence sans désir, c'est-à-dire il n'y a plus rien, mais on ne désire plus rien.